Alors moi, on met patient. J'ai toujours envie de faire mon petit laïus sur les patients. Et je pense que les mots ont un sens et leur étymologie est importante. Donc le patient, c'est le pathos, c'est celui qui souffre, c'est celui sur lequel on agit. Donc moi, j'aime pas ce terme-là. Il enferme dans le rôle de malade. Donc je préférerais qu'on parle de personne. Après, je vous dirai, la personne, c'est aussi tout. Hein, je ne vais pas faire tous les mots. Mais qu'est-ce que la personne? Bon, on n'est pas là pour philosopher ni pour faire de même. Mais en tout cas, ce sont des personnes soit qui ont eu un problème, soit qui vivent avec un problème. Et il est important de voir quelle est l'importance du vécu de ces personnes et quelles sont leurs attentes. Et donc là, on va se centrer au niveau des attentes vis-à-vis des évolutions thérapeutiques. Donc on va animer avec Claire. Claire qui m'a dit, moi je m'occupe d'enfants, là c'est des associations d'adultes, mais je pense que les adultes ont souvent des enfants et que finalement c'est des mondes qui se mélangent un petit peu quand même. Je dis ça parce que là aussi c'est un de mes mantras dans l'obésité. Est-ce qu'on doit vraiment séparer enfants, adultes, ou est-ce que c'est une histoire de famille finalement, en espérant qu'il reste des familles parfois mais... On fera le lien cet après-midi avec la génétique de l'obésité, puisqu'il y aura une partie certainement sur l'aspect familial de l'obésité dans ce champ-là. Donc je pense que tout arrive à se mettre en phase là. Mais le rôle effectivement des associations dans les parcours, sur les parcours qu'on est en train de mettre en place est important, et on doit considérer effectivement non seulement la vie, mais effectivement la vie tout court aussi. Voilà. Voilà, donc je vais peut-être vous laisser vous présenter. Je vais vous faire passer le micro dans l'ordre, et puis vous l'avez le micro. Donc c'est vous qui avez décidé de l'ordre. Donc elles ont décidé que c'était vous qui commenciez. Donc je vous laisse vous présenter, dire qui vous êtes, et puis peut-être deux petits mots sur la thématique de la table ronde, attente vis-à-vis de ces évolutions thérapeutiques. Oui, donc bonjour, je suis Marion Saroka, je représente la Ligue nationale contre l'obésité. Donc on est une association de bénévoles, on a une trentaine d'associations de patients sur le national, on a également des professionnels de santé, des établissements de soins. Et en fait, des membres actifs, c'est simplement des personnes qui souhaitent s'inscrire en fait dans la démarche de la lutte contre l'obésité. Donc ça, c'est un petit peu qui nous sommes. Donc nous sommes sur le national avec, du coup là, on monte en ce moment les régions. Comme le professeur Noka l'a présenté ce matin, on sort d'une étude, donc au FEO 2024, qui était dans la continuité justement d'Aubé-Piroche 2020, où on a des nouveaux chiffres sur la prévalence du surpoids et de l'obésité en France, avec deux spécificités cette année, les DROMCOM ainsi que les personnes âgées. Et on a également un projet qu'on vient de lancer, la Diète à Dôme, en partenariat avec le CSO d'Orléans. Donc ça, en fait, c'est une prise en charge des enfants en suite de parcours qui ont été pris en charge dans un CSO, dans un CHU ou un SMR. Et en fait, on va amener une diététicienne dans les familles pour justement en fait, avoir de l'aide aux courses, à la préparation des repas pendant 1 an, 1 fois par mois, pour voir un petit peu l'équilibre alimentaire et toute l'approche thérapeutique qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est les projets qu'on a. Mais sinon, en parallèle de ça, aujourd'hui, moi, je suis plus dans le cadre de cette table ronde pour faire des remontées de notre ligne d'écoute. Ligne d'écoute qui est un pilier de la Ligue. Donc c'est une ligne où en fait toute personne qui se pose des questions sur son surpoids, sur son poids, peut appeler en fait ce numéro qui est gratuit. On est la seule ligne d'écoute qui est spécialisée dans l'obésité en France. Et donc une assistante sociale qui s'appelle Madame Ansal décroche, les seuls à décrocher tous les appels d'aide des usagers que nous on appelle. Pour le coup, c'est pas des patients, c'est des usagers. Et donc en fait là, il y a pas mal de personnes qui nous appellent et qui nous posent des questions. Donc nous, soit on réoriente sur le côté social, soit psycho, soit prise en charge. On a aussi un côté juridique parce qu'on a un partenariat avec les barreaux de Paris. Mais là, je viens plutôt sur le côté, effectivement, prise en charge, parce qu'on a quand même pas mal de personnes aujourd'hui qui nous appellent et qui ne savent pas vers où et vers qui se tourner. Et ça, c'est une grande problématique des patients, parce qu'ils ne savent pas, soit ils sont sortis d'un parcours de soins et ils se sentent plus légitimes seuls d'y re-rentrer sans être accompagnés, parce qu'ils ont vécu soit des actes de grossophobie ou je ne sais quoi. Il s'est passé quelque chose qui ont fait qu'ils sont sortis d'un parcours de soins. Et du coup, ils nous demandent de l'aide pour les réintégrer. Donc nous, chose qu'on fait, on réintègre soit près des CSO, soit des professionnels de santé ou des associations de patients. C'est notre rôle à nous de sensibiliser, d'informer et de réorienter. Et peut-être que toi, Muriel, je te laisse parler des associations du coup, de patients sur le territoire.
Alors, attention, on n'oublie pas la thématique de la table ronde, hein, donc vous présentez quand même de façon un peu synthétique, et puis la thématique de la table ronde, c'est bien de présenter vos actions, mais quelle place de la Ligue, quelle place des associations face aux évolutions thérapeutiques. Moi, vous voyez bien qu'on a du mal à avoir ces traitements. Donc moi, vous l'avez vu, je suis très motivé par les traitements. Je trouve que c'est très important. Mais je crois que les associations de patients, c'est souvent ça qui arrive à faire bouger. Oui, donc, voilà. Mais ça arrive. On avait prévu le petit jeu même. Ah, mais vous n'avez pas besoin d'animer. Ah, oui, d'accord. Donc je pose le micro. On a préparé. Allez-y, continuez. Donc, d'accord. On vous laisse faire alors. Alors voilà, je suis donc présidente de l'association Pois Chiche. On a une quarantaine d'adhérents. Et les questions qui reviennent, c'est souvent soit je suis encore en parcours ou je ne suis plus en parcours, je reprends du poids, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, eh ben, on est avec eux et on essaye de trouver des solutions, à savoir, est-ce que c'est un problème médical toujours ? Est-ce que c'est un problème psycho ? Est-ce que c'est un problème d'isolement ? Est-ce que c'est un problème d'inactivité ? Enfin, voilà. Et dans cet ordre-là, on essaye de trouver des solutions avec eux. Et souvent, l'adhérent est en bout de parcours, il n'en peut plus. Il baisse les bras parce que le parcours est long, douloureux. Il y a une réelle souffrance du patient, enfin de l'usager, mais de la famille aussi. Voilà. Et donc, à partir de là, on essaye d'aider au mieux qu'on peut, mais toujours avec le service médical à côté. On ne remplace pas le service médical, on accompagne. Oui. Merci. Oui, merci Muriel d'avoir dit tout ça et d'avoir mis les points sur les i concernant ce que vivent les personnes au jour le jour dans leur parcours de soins. Moi, je voudrais parler, donc je suis Alina Constantin et j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi présidente du conseil de patients à la Ligue nationale contre l'obésité. Je suis vice-présidente d'une association locale aussi, qui est Sequidis, qui est en Gironde, avec une centaine d'adhérents, et représentante à l'international. Donc je fais partie des membres des patients européens. Et présidente d'une association de patients partenaires en obésité qui s'appelle Expertise Obésité, qui est toute nouvelle et qui soutient depuis peu la plateforme Mon Poids Ma Santé. Je vais vous toucher un mot tout à l'heure par rapport à ça, parce que je pense que c'est utile. Justement pour les approches thérapeutiques d'aujourd'hui et comment on peut favoriser une prise en soin. Ce que je veux vous dire, moi, c'est qu'on a besoin, avant d'expliquer quelles sont nos attentes par rapport au traitement, c'est de remettre les bases. Et les bases, pour nous, patients, c'est d'être placé au centre du soin et d'être considéré comme l'acteur principal de cette alliance thérapeutique, en fait. Et que ce qui compte tout d'abord, c'est de ne pas avoir l'impression qu'on est un dossier auquel on applique une solution, mais que nous sommes une personne avec une histoire de vie qui est écoutée et qui peut bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et le traitement médicamenteux, par exemple, fait partie de cette prise en charge pluridisciplinaire. Je pense aussi qu'un autre principe de base, c'est la non-stigmatisation. On ne peut pas parler option thérapeutique si on ne prend pas en compte deux choses principales. Une, c'est la stigmatisation implicite de tout le monde, parce que nous tous, tant qu'on y est, nous avons des idées préconçues par rapport à la corpulence et à l'obésité. Et évidemment, on se remet en question et c'est génial. Et aussi, le plus important, c'est la stigmatisation internalisée des personnes. C'est-à-dire que les personnes ne savent pas, pour la plupart, que l'obésité est une maladie chronique et ne savent pas que ce n'est pas la peine de se sentir coupable.
d'accord, parce qu'elles ne le sont pas. Et cette déculpabilisation, c'est un principe de soin fondamental. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un langage respectueux pour la personne, et donc d'arrêter de dire obèse, patient obèse, personne obèse, parce que nous ne sommes pas, en fait, l'obésité. Nous ne sommes pas notre maladie, et nous ne voulons pas être identifiés à une maladie. Nous sommes beaucoup plus que ça. Donc la formule consacrée par la HAS récemment, c'est personne en situation d'obésité. Pour raccourcir, on peut dire en obésité comme en surpoids. Voilà, pour simplifier. Et voilà, donc prise en charge pluridisciplinaire. Voilà, donc j'ai déjà parlé de tout ça. Et donc je vous ai mis là quelques ressources de mon point de vue. Par exemple, la plateforme Mon Poids Ma Santé. Je ne sais pas combien parmi vous êtes des professionnels de ville, par exemple, et combien d'entre vous êtes dans un CSO, combien d'entre vous êtes des spécialistes. Mais on sait qu'il y a un tout petit pourcentage de personnes en situation d'obésité qui arrivent à voir un spécialiste de l'obésité. C'est peut-être 1%. Tous les autres sont perdus et ils ne savent pas où aller. Et donc, pour moi, cette plateforme-là, c'est une cartographie interactive de professionnels de la santé qui prennent en charge l'obésité de manière non stigmatisante et bienveillante. Et je vous encourage, professionnels, à vous y inscrire pour que les personnes qui ne passent pas par un adressage de la part de leur médecin puissent vous trouver. Au lieu qu'ils trouvent des régimes et des coachs en ligne, ils peuvent aussi trouver donc, cette cartographie avec des vrais professionnels de la santé qui sont non stigmatisants. Voilà. Donc passez sur le stand aussi d'expertise obésité, on pourra en discuter plus de tout ça et des autres ressources qui sont disponibles. Et bien sûr, quand on parle de non-stigmatisation, on peut aussi parler, comme tout le monde fait ici, des communications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des affiches, parce que vous organisez des événements, et vous avez besoin de mettre des images de personnes en situation d'obésité, eh bien sachez que vous avez des banques d'images libres de droit, d'images non stigmatisantes qui mettent en scène des personnes en situation d'obésité, tel que ça devrait être, c'est-à-dire pas nu, pas de dos, pas en mangeant des hamburgers, pas affalés sur un canapé, mais vivants et non étant normaux. Et donc on arrive au sujet qui nous intéresse. Non, mais tout nous intéresse. Hein, non, mais la table ronde. Ah, voilà. Voilà. Donc, moi, je suis Catherine Fabre. Je suis secrétaire générale de la Ligue contre l'obésité. Je souffre de la maladie chronique obésité depuis mon plus jeune âge. Du plus loin que je me souvienne, j'ai déjà eu 2 chirurgies. Et je serai en obésité toute ma vie. Je suis dans un parcours de soins très bien encadré. Mais l'arrivée des médicaments... c'est une grande avancée et on est très, très heureux qu'enfin il y ait de nouvelles recherches qui soient faites. Et pour cause, puisqu'on sait qu'au niveau mondial, l'obésité a fortement progressé. Et donc, plus il y a de personnes en obésité, et plus ça devient intéressant pour faire des recherches. Ce n'est pas une maladie rare. Et du coup, par contre, il y a déjà eu des médicaments par le passé. Et j'en ai fait les frais. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ces médicaments. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu à la fois heureux et à la fois dans la crainte et dans le questionnement. Parce que nous espérons un encadrement vraiment très strict, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va encadrer, comment ça va être encadré. Comme vous l'avez dit aussi dans un atelier tout à l'heure, on ne peut pas dire aux gens, voilà, vous avez une maladie chronique, on vous donne 6 mois un traitement et puis on arrête. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et voilà, nous, on en est totalement conscients. Malheureusement, c'est peut-être ce qui va se passer prochainement pour certains médicaments, puisqu'on a certains patients qui nous ont fait remonter que d'ici la fin de l'année, ils avaient été prévenus que les médicaments qu'ils prenaient actuellement, qui sont remboursés, ne le seront plus. Donc, qui va les prendre en charge? Qui va les payer?
parce qu'on parlait de à qui il faut prioriser, de donner ces médicaments, etc. Mais avant de penser ça, bon, c'est très important de le penser, mais s'il n'y a pas de prise en charge, ou si il faut se payer une mutuelle très chère pour avoir la prise en charge, vous pensez bien que ça va exclure du traitement un grand nombre de patients, et notamment les patients en obésité, qui souvent n'ont pas de gros moyens, puisque souvent ils ne travaillent pas, c'est des personnes malades. Voilà. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on vous demande vraiment d'être à nos côtés, d'être très vigilant et de vraiment insister sur ce cadrage, sur ce timing quand on le donne, et si on le donne, savoir que voilà, c'est pour la vie, quoi. C'est un parcours de vie, voilà. Tout comme une chirurgie bariatrique, il va falloir vraiment qu'il y ait des parcours de soins qui soient mis en place par rapport à ces médicaments. Enfin, voilà. Alors, je vais juste vous donner un témoignage personnel. Il y a quelques mois, je souffrais de douleurs au niveau du dos. J'avais très mal au dos. Et puis, j'ai été voir une première rhumatologue. Elle m'a dit, il faut perdre du poids. Ok, je perds du poids. Les douleurs étaient toujours là. J'ai perdu du poids, mais les douleurs étaient toujours là. Je vais voir un deuxième rhumatologue, pareil. Puis, je change de médecin traitant. Le médecin traitant me dit, il faut faire un IRM. Je vais à l'IRM, on me dit, oui, mais vous êtes trop grosse, vous ne pouvez pas rentrer dans la machine. OK. On va faire donc un scanner. Le scanner, le premier, je n'avais pas le produit, donc on me redonne un rendez-vous pour faire un deuxième scanner. Et on s'aperçoit que j'ai des métastases. Voilà, métastase, ça veut dire cancer. On cherche d'où vient ce cancer. Tous ces mois où on m'a dit, il faut maigrir. Pas de machine pour savoir exactement ce que j'avais. Je suis passée sur des longs mois à travers ce cancer. Ça veut dire que chaque mois compte quand on a un cancer. Et donc, aucun médecin m'a dit vous pouvez peut-être aller faire un IRM à tel endroit, ou vous pouvez peut-être aller faire une radio, enfin je sais pas. En tous les cas, je suis passée à côté. Et c'est pas la première fois que j'ai des problèmes une fois, c'était avec un gynécologue. Voilà. Donc, en tant que personne en obésité, on est obèse, on est malade, et on aimerait avoir le droit de se soigner comme tout le monde. Ah oui. En effet, nous sommes des humains et non pas des citoyens de deuxième zone. Hein. Après, le but, et là, du coup, je rajoute ça là, c'est vraiment pas de pointer du doigt les professionnels de santé parce qu'ils font de leur mieux. Et nous, pareil, dans le cas de la ligne d'écoute, parfois, on a des appels de professionnels de santé, en fait, qui soit n'ont pas le matériel. Parce que souvent, on entend parler de grossophobie médicale, et c'est un peu facile aussi parce qu'il y en a certains qui n'ont pas le matériel adapté ou qui n'ont pas la formation ou la sensibilisation. Et du coup, nous, dans le cadre de la Ligue, c'est plus là où on essaye aussi d'aider le plus possible. Non, c'est très très gentil à vous de dire que vous ne voulez pas pointer. Oui, mais il faut peut-être pointer quand même les problématiques. Les personnes avec une obésité sont stigmatisées dans le milieu des soins. C'est clair, et c'est pas la peine de prendre 50 précautions pour le dire. Et bien sûr que parmi les soignants ici, il y a des personnes formidables qui ne stigmatisent pas. Hein, c'est toujours le problème quand le groupe et puis les individus, parce qu'on se dit toujours pas moi, pas moi. Alors, globalement, il y a une stigmatisation dans le milieu des soins, donc il faut clairement le dire. Ce qu'a dit Muriel, et on la remercie de ce partage qui ne doit pas être si facile, c'est quelque chose de reconnu. Le retard au diagnostic chez la personne qui vit avec l'obésité. Moi, j'ai des personnes qui me disent, et c'est décrit, c'est tout juste si quand on va chez notre médecin et qu'on a la grippe, il ne nous répond pas si vous n'étiez pas si grosse. Et je le mets au féminin. Parce qu'aux hommes, on leur dit moins. Hein, sauf s'ils sont vraiment dans un niveau d'obésité très important. Donc non, il faut le dire. Et après, nous sommes des êtres humains.
y compris en tant que soignant. C'est-à-dire que nous baignons dans un environnement qui valorise la personne mince. Et avant d'être médecin, nous avons grandi dans cet environnement. Et je crois qu'il faut travailler ensemble, non pas pour nous stigmatiser, nous, mais pour voir comment nous pouvons travailler nous-mêmes à cette prise de conscience. Parce que la prise de conscience est une première étape, et je ne suis pas certain que nous en ayons tous cette conscience globalement pris en tant que groupe. Donc, pas ciblé, si ciblé, mais pas stigmatisé, parce que nous, on ne va pas stigmatiser non plus. Ouais, justement, si je peux rebondir là-dessus, moi, c'est le cas inverse, justement. Donc, et c'est pour ça que je vous dis qu'avec la venue des médicaments, il va falloir vraiment réfléchir à cet encadrement, à ce cadrage très strict. Parce que moi, grâce au fait que, justement, j'ai un suivi de post-chirurgie bariatrique, en 2015, on m'a diagnostiqué tout à fait par hasard, lors d'un scanner de l'estomac de contrôle, un cancer du rein, qui n'a finalement... c'était un cancer, mais ça n'a pas été grand-chose, parce que, justement, ça a été détecté très tôt, grâce au fait que j'étais suivie dans ce cadre de parcours de soins et que j'ai été prise en charge de suite. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Bon, il y a du bon et du mauvais de partout. Mais c'est vrai que la venue des médicaments, ça fait peur, parce que des médicaments, on en a déjà eu. Et il y a eu des choses... c'est pas les mêmes souches, c'est pas les mêmes médicaments, c'est pas les mêmes études. Et on y croit très fort, parce il faut qu'on croie en cette thérapeutique. Mais et on est très conscient que ces médicaments, ils ne s'adressent pas à tout le monde, ils ne s'adressent pas à toutes les personnes en obésité. Ça va concerner des personnes spécifiques avec certaines pathologies. Et on compte sur... on a confiance dans nos médecins, sinon... et on compte sur vous pour justement mettre en place ce suivi et ce cadrage. Voilà. Je voudrais rajouter, et merci Catherine de l'avoir dit très clairement, que les traitements médicamenteux proposés aujourd'hui ne sont pas pour tout le monde et non pas de la même manière, ça c'est sûr. Et aussi à vous d'avoir dit que le corps professionnel a besoin aussi d'avoir une prise de conscience et que c'est une première étape. Oui, c'est une première étape et je pense que c'est dans le milieu du soin de l'obésité que ça a déjà été fait, que ça a beaucoup évolué, justement, cette mentalité. On prend beaucoup plus en compte la souffrance des personnes. Et c'est là qu'on voit que les personnes peuvent avoir accès aux soins. Ce n'est pas le cas partout aujourd'hui. Mais ce qui est très très bien avec les traitements, c'est que ça ouvre la porte à la reconnaissance de la maladie en tant que maladie chronique, et c'est une reconnaissance officielle. Et quand on reconnaît ça, donc on reconnaît la science, les sciences qui sont derrière, les sciences médicales. Et donc si c'est une maladie, ça n'est pas la faute des gens, d'accord ? Donc on est sur la déculpabilisation, encore une fois. Et c'est très important pour nous qu'on nous le dise et qu'on nous le fasse comprendre. En ce qui concerne, voilà, donc on a parlé de prescription, du fait que ça soit bien cadré et à qui pouvoir le faire. Je pense qu'il y a besoin aussi d'une formation auprès des professionnels qui sont censés prescrire ce médicament et qui sachent très bien à qui, comment le faire et comment accompagner les personnes. Pour moi, par exemple, j'ai un diabète de type 1 et j'ai toujours été en ETP, en éducation thérapeutique du patient, et j'ai eu des aides permanentes, un suivi permanent pour la pompe à insuline. Pour moi, le traitement de l'obésité, c'est équivalent à ce type de dispositif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire à quelqu'un une molécule et lui dire « maintenant, vous allez chez vous et vous allez vivre comme avant ». Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un accompagnement qui doit se faire sur le plan nutritionnel, il y a un accompagnement qui doit se faire sur le plan de l'activité physique. Et surtout, il ne faut pas avoir la présupposition de penser que les patients qui vont avoir cette molécule-là ne font rien. Bien sûr. Mais il y a besoin de cet accompagnement-là. Aussi sur le plan psychologique. Parce que ça fait partie des critères d'inclusion ou d'exclusion de la prescription de ce traitement. On ne peut pas le donner à tout le monde de la même manière. Quand il y a des troubles des comportements alimentaires, il faut faire gaffe.
Donc tout ça, on a des attentes à ce que les professionnels de la santé ne prennent pas les choses à la légère en prescrivant le traitement. Et qu'il y ait un échange permanent entre le patient et le professionnel de la santé, qu'il y ait un suivi régulier, périodique et à long terme, sachant que ce traitement, il est à long terme et qui devrait être à long terme. Et aussi, pour une démocratie en santé, on espère que nous pourrons bénéficier bientôt d'un remboursement pour que la population qui est la plus atteinte, on sait très bien que l'obésité est en lien avec le gradient social, ce sont les personnes les plus pauvres qui ont le plus besoin d'un soin en obésité. On ne peut pas l'avoir que pour les plus riches, ce n'est pas possible. Et aussi, on sait très bien que les laboratoires ne sont pas encore capacitaires. Donc tout ça, c'est un processus, ça va prendre plusieurs années. On va y arriver. Moi, j'ai plein d'espoir que ça peut se faire bien, quoi. Avec les bonnes volontés de tout le monde et de tous ceux qui est ici. Je suis d'ailleurs extrêmement impressionnée par le nombre de personnes que je vois. Je suis très heureuse de vous voir. Merci pour votre présence. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui se disent on a vraiment envie de poser une question ou pas vraiment envie, juste envie. Hein. Oui, Annick. Donc moi, je suis Annick Fonbonne, je suis épidémiologiste à l'INSERM et présidente du conseil scientifique de la LCO. Voilà, je partage vos inquiétudes parce que moi, je suis une spécialiste de santé publique, donc les échecs des médicaments de l'obésité et en particulier celui d'Acomplia que j'ai pas pu digérer puisque les effets secondaires ont fait qu'il a été retiré du marché alors qu'il pouvait quand même rendre des services dans certains types de diabète. Donc je crois que c'est vrai, il faudrait envisager quelque chose d'un peu contraignant, mais quelque part la mise en route d'un traitement comme celui-ci doit être fait dans un centre spécialisé obésité. Alors je ne sais pas combien il y en a, moi je ne suis pas très au courant. 37. 37. Ça fait pas beaucoup pour 18%, mais bon, on compte quand même des obésités graves hein, qui sont à 2% hein, à peu près. Donc ça doit être faisable, puisque pour le diabète, il y a eu des médicaments comme ça qui étaient mis en route par des spécialistes qui ne pouvaient pas être mis en route par un médecin généraliste. Après, pour le suivi, effectivement, il faudra le voir aussi, mais est-ce que c'est prévu ça, que ces médicaments ne soit mis en route que dans un cadre spécialisé par un spécialiste, et est-ce qu'il est possible de l'obtenir? Là, je pense à la question à Antoine Avillon. Mais je crois qu'on n'est pas... pour l'instant, je ne sais pas, c'est les négociations, je crois, surtout entre le laboratoire et les autorités de santé. C'est un petit peu la question. Donc, qui doit le prescrire, qui doit l'avoir. Après, il ne faut pas se leurrer quand même. On est une société qui, sur le plan économique, on en entend un petit peu parler en ce moment, a quand même des contraintes. Et il faut prendre en compte ceci, parce que si on donne à toutes les personnes avec une obésité, il faut aussi prendre l'argent. Donc c'est qui bénéficiera, c'est un petit peu ce que j'ai présenté peut-être un peu rapidement à la fin, qui bénéficiera le plus de ce traitement, en sachant qu'il y a d'autres personnes qui pourraient en bénéficier et qui, hélas, pour qui la société ne couvrira pas. Mais là, je pense qu'il y a d'autres pathologies que l'obésité. On n'est plus dans la spécificité de l'obésité. C'est qui, en tant que groupe et en tant que collectif, en tant que société, acceptons-nous de prendre en compte et qui laissons-nous sur le côté? C'est toute la question. Mais il ne faut pas faire rêver non plus les gens oui, c'est démesurément. Quoi. Voilà. Oui, je vois que... Alors, parce que moi, mon idée, c'était quand même... Après, on va arriver sur la fin de la table ronde. J'entends quand même prudence de votre part. J'entends prudence. Et moi, j'aimerais dire, je comptais sur les associations pour dire au pouvoir public, vous ne pouvez pas ne pas nous prendre en charge ce traitement. Et puis... Non, c'est pas incompatible. Oui. Mais je me mets à la place du payeur là, et puis là, je vous regarde et je dis, mais ils n'ont pas l'air si emballés que ça. Mais si, nous sommes emballés. Mais dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses, on doit faire les choses, mais avec un cadre. Ouais. Oui.
Sylvie veut poser une question ou faire ce un que vous commentaire. mettez en avant, ce que j'ai entendu, c'est peut-être pas ce que vous avez mis, c'est ce que j'ai entendu moi. Mais parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je suis super. Je vais compléter et je vais vous répondre. Et ce que j'ai entendu, j'ai surtout entendu le cadre. Mais c'est tout, hein, c'est votre. J'ai entendu surtout. Le cadre, on le demande parce que justement, moi j'ai de l'Ozempic. Et quand je vois une fois par mois comment je suis en train de chercher ce médicament, alors qu'il est primordial pour moi de l'avoir, et que j'arrive pas à l'avoir parfois, et que j'ai des périodes où je décale sur une semaine, 2 semaines, parce que je ne le trouve pas. On passe la parole à... Une petite chose, juste, je pense que c'est important de redire ça, parce que j'ai mis à la fin la perspective complémentarité. C'est pas une solution la même pour tous, hein. Je reviens là-dessus. Tout le monde ne peut pas bénéficier de ce traitement. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre. Nous sommes très enthousiastes qu'il existe. Il faut qu'il soit mis à disposition. Mais c'est pour ça aussi que j'avais insisté au départ sur la pluridisciplinarité et plusieurs formes de traitement. D'accord ? Et puis, ce ne sont pas les seules molécules, ce ne sont pas les seules molécules qui arrivent. Il y a des molécules complémentaires qui vont arriver, on le sait. C'est une question de 1 an, 2, 3. Il y en a qui sont déjà aux States et puis qui vont arriver ici. Ah, mais je ne parle pas d'une molécule. Moi, je ne parle pas depuis le début d'une molécule spécifique. Hein. Voilà, les traitements de l'obésité. Mais là, ce qu'on a, nous, en tête, c'est surtout les analogues de GLP-1. Mais il y en a d'autres. Donc, en fait, tout le monde ne sera pas traité de la même manière et ce ne sont pas les mêmes coûts et ce ne sont pas les mêmes processus de mise sur le marché. Ça sera plus facile pour d'autres, je l'espère. Et il y en aura qui vont traiter d'autres choses, notamment des molécules qui s'adressent au circuit de la récompense dans le cerveau, de la dopamine. Et là, on est sur autre chose complètement, dans un autre type de prise en charge qui est en addictologie, qui est en trouble des conduites alimentaires et qui marche aussi sur l'obésité. Parce qu'il y a des personnes en obésité qui ont des troubles des conduites alimentaires. Et ce n'est pas les mêmes usagers, pas les mêmes personnes, pas les mêmes patients qui vont bénéficier de l'analogue des GLP-1 et combinés. Moi, j'entends et je suis ravie qu'effectivement, donc on doit être précis en fait ces médicaments, dans les options thérapeutiques. Vous êtes vigilant par l'histoire des médicaments, okay, mais que vous voudriez que ça soit adossé à des parcours de soins formalisés, bien ficelés, puisque vous-même, vous venez d'évoquer le vôtre qui malheureusement n'a pas été très optimal, puisque vous avez eu un retard au diagnostic de votre maladie. Voilà. Mais alors, est-ce que les CSO ou l'organisation actuelle qu'on a un peu évoquée tout à l'heure des filières en obésité à l'échelle régionale et puis après à l'échelle départementale va permettre ça? Nous, on l'espère fortement. C'est une énergie folle à mettre évidemment en dynamique. Peu de partenaires, parce que ce qu'on n'a pas entendu là, c'est qu'effectivement la paupérisation du système médical, évidemment, nous pénalise et pénalise surtout les pathologies de la précarité. Ça, c'est évident, c'est connu. Et donc, je pense que malheureusement, on va être en grande difficulté. Mais sachez que nous, on y œuvre au quotidien et que les partenaires et les professionnels qui sont là dans la salle, qui font des actions sur les territoires et qui font des actions sur les établissements sanitaires, ils sont largement partenaires et je pense un peu convaincus de ce que vous venez de dire ou prêcher au moins. Voilà, donc je pense que là, si on arrive à être en phase, c'est top, mais j'en ai jamais douté, puisque l'ouverture à tous et la gabegie de ces traitements, non. Ce sera le dernier commentaire et après on sera obligé de clore notre table ronde. Merci de me donner la parole. Je vais essayer d'associer les deux. Alors moi, c'est Sylvie Benkemoun, je suis psychologue et présidente du GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je pense que l'expérience de la chirurgie peut nous donner des indications pour les médicaments. C'est-à-dire que plus personne ne conteste la chirurgie actuellement. La seule chose qui est inquiétante, c'est le nombre d'échecs. Donc, il y a à voir du côté des échecs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? La psychologie peut répondre beaucoup. Eh bien, pour les médicaments, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être contre les médicaments. On peut effectivement dire que c'est une avancée, qu'il faut lutter dans le même sens, qu'il faut aller dans le même sens. Mais c'est l'encadrement. C'est-à-dire que je pense que ce matin, j'entendais tel médicament fait perdre 20% du poids, ça a l'air magique. Mais perdre 20% du poids,
ça a une incidence sur l'équilibre psychique. Ça a une incidence. Donc, il faut absolument mêler le psychologique et le somatique pour ne pas arriver avec les médicaments comme ce qu'on arrive avec la chirurgie. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit explorer et savoir, parce que parfois, l'obésité, elle sert à quelque chose. Des gens qui ont suivi des traumatismes, eh bien, vous n'allez pas les soigner à coups de médicaments. Donc, il faut être capable de détecter les signes auprès des patients de ceux qui ont subi des traumatismes, des effets qu'ils ont. Donc, je ne suis pas du tout contre les médicaments, mais cet encadrement qui doit être à la fois médical et psychologique. Et global. Et global. Et global. On vous remercie, mesdames. Normalement, on fait faire un petit tour de conclusion, mais on a déjà pris du retard. Je crois que vous avez pu vous exprimer. On vous remercie et on va passer à la commission. Deux mots-clés en 1 seconde et demie. Oui, 2 mots-clés. Alliance thérapeutique et suivi à long terme pluridisciplinaire. Voilà. Merci beaucoup.